Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franck avec vous pour ce point de marché spécial crypto-monnaie. Alors la question du jour, est-ce qu'il faut acheter le Bitcoin à 6 000 $? Ce support qui a l'air de tenir depuis que le point bas a été atteint, enfin le plus bas a été marqué, pardon, en février de cette année à 5 920. Alors on a eu une petite excursion en quelques séances sous ce seuil pendant le printemps et pendant l'été, mais concrètement ce support autour des 5 900 $, il semble tenir. Alors la question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut acheter ce support à 6 000 $? Parce que je vois beaucoup de personnes et qui me demandent également est-ce que ce support est une opportunité pour se positionner à l'achat. Donc aujourd'hui, on va plutôt faire une analyse technique de long terme du Bitcoin, même si voilà, on va faire également pour la semaine, on va se focaliser surtout sur du long terme étant donné qu'on a une configuration particulièrement intéressante. Avant toute chose, je vous invite à prendre, comme d'habitude, connaissance de cet avertissement légal sur le risque. Alors, le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG faut exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, on passe tout de suite à l'analyse technique du Bitcoin. Pardon. On va commencer par l'indice CMI10. CMI10 qui est tout simplement un indice, un des 10 plus grosses capitalisations boursières des crypto-monnaies. Et on peut voir que la tendance reste baissière. Alors on va se mettre sur un graphique logarithmique. Et dès qu'on a une volatilité importante, normalement le graphique logarithmique c'est utilisé sur les graphiques de long terme. Pourquoi? Bien parce que 1% il y a 10 ans sur le S&P ne vaut pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. D'accord? Et puisque le marché à long terme, vous savez, les investisseurs font beaucoup plus important, sont beaucoup plus, pardon, intéressés au pourcentage qu'au nombre de points que prend le S&P. Forcément, le nombre de points a changé. Enfin, 1% il y a 10 ans, oui, ça vaut pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Donc voilà. En fait, simplement, le graphique logarithmique va permettre de s'adapter pour avoir la réaction du marché sur du très long terme. Voilà, donc là on est sur du graphique logarithmique, pas sur du long terme sur les crypto-monnaies, mais puisque c'est volatile, il y a la même explication, c'est-à-dire que 20 000 $, enfin la réaction une réaction de 100 $ il y a 8 mois, 8-9 mois, pardon, quand on était au presque 20 000 $, et 100 $ aujourd'hui n'a pas du tout le même poids psychologique, d'accord? Donc voilà. Alors ceci étant dit, donc l'indice MI reste dans une tendance baissière et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Simplement que le marché des cryptos, voilà, il est en baisse. C'est indiscutable. On est sous une moyenne mobile. Alors on n'a pas la moyenne mobile à 200 périodes puisque cette indice a été créé. Il n'y a pas encore 200 périodes, enfin pas encore 200 jours, mais on voit qu'on est en dessous du nuage Ichimoku, donc rien que cela nous indique qu'on est dans une tendance plutôt baissière. Et si on devait tracer une droite de tendance avec tous les sommets, voilà, on a celle-ci, sommet, 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 et on teste à nouveau ici le sommet. Donc on est dans une tendance baissière, que ce soit illustré par le nuage Shimoku ou par l'oblique. Ce qui m'intéressait, c'est le Bitcoin. Bitcoin, finalement, qui ne retrace pas depuis, enfin, qui n'a pas inscrit de nouveau plus bas depuis son plus bas de février. Alors je m'explique. Voilà. Ouais, ce plus bas de février, 6 février, on a eu un plus bas 5 920 $. Alors on a eu un plus bas également en juin. Ouais, mais de quelques dollars, hein, c'est pas non plus voilà une cassure de support. On va dire que les 5 900 $ tiennent, ils tiennent. Donc en fait depuis ce plus bas, le Bitcoin finalement il résiste plutôt assez bien à la pression vendeuse. Alors on a toujours une pression vendeuse qui est importante et qui est illustrée par l'oblique baissière. Hein. Une oblique baissière c'est quoi? C'est des vendeurs de plus en plus présents. Mais on voit que les acheteurs tiennent le marché à 5 920. C'est-à-dire que au-dessus de 5100, à 5 920, les acheteurs dominent. Au-dessus, on a les vendeurs qui sont de plus en plus majoritaires. Et là, on voit qu'on a donc une oblique qui va chercher tous les sommets depuis la mi-janvier, avec 1, 2, 3, 4, 5 points de contact, vous voyez. Et on a ce support avec 3, 4 points de contact. 1, 2, 3, allez, on va compter celui-là, 4 points de contact. Donc en fait, tout va se jouer
soit cet oblique, soit ce support. Si on a une cassure de ce support, alors on va voir juste après, on aura cet oblique de très long terme que le cours testera. À l'inverse, si on a un dépassement de cet oblique et de la moyenne mobile à 200 jours, parce qu'on peut voir que la moyenne mobile à 200 jours n'a pas un rôle, comment dire, à ignorer, hein, depuis le début de l'année, vous voyez, support, résistance, résistance, résistance. Donc voilà, si on a un dépassement de cet oblique, mais également de la moyenne mobile à 200 jours, on aura deux signaux haussiers qui suggéreraient vraiment eh bien, un bull market finalement, parce que ce serait le premier, enfin, oui, la première configuration, enfin, deux signaux haussiers particulièrement importants depuis, qui n'a pas été vu, hein, depuis le début de ce bear market, hein. Et à très long terme, ce que je vais vous faire voir, c'est cet oblique. Alors, on va se mettre sur de l'hebdomadaire, on va enlever, voilà, ces bandes de Bollinger. Regardez sur du très long terme, depuis fin 2011, en fait, on a eu un crash ici en 2011, et vous voyez que finalement, on a, comment dire, eh bien, on a une oblique qui vient donc qui vient chercher tous les points bas. Tous les points bas, alors on pourrait dire qu'il n'y en a que deux. Il n'y en a pas que deux. Alors, il est composé de cette oblique est tracée grâce au plus bas de la semaine du 14 novembre, au plus bas du voyez, août 2016, et ensuite on a eu deux rebonds en 2017. On a le rebond ici, janvier 2007, et le rebond en mars. Donc vous voyez cette oblique, elle est assez importante, elle est à surveiller en tout cas. Elle est à surveiller et cette oblique finalement nous propose un scénario haussier au contact de celle-ci. Le contact, il devrait se faire, vous voyez, donc l'apex. L'apex, c'est le croisement entre deux obliques. L'apex, il est au niveau du 3 décembre 2018. Donc d'ici du 3 décembre 2018, nous serons décidés. Soit on a le cassure vers le bas, et dans ce cas-là, faudra s'attendre à un repli assez conséquent, hein. Prochain support à surveiller, ce sera celui-ci. Mais concrètement, on ira très probablement chercher celui encore plus bas vers les, voyez, 2900, 3000 $. Et à l'inverse, si on a un rebond sur cette oblique, il y a une cassure de l'oblique baissière qu'on a vu ensemble, hein, avec 5 points de contact, eh bien on aura un signal haussier concrètement, voilà, on pourrait très bien aller chercher les 20 000. On pourrait très bien aller chercher les 20 000. Voilà, maintenant il faudra faire preuve de patience, hein. Là c'est vraiment une analyse de très long terme que je vous fais voir, pardon. Donc voilà, cette oblique en tout cas, moi je la surveille. Je la surveille et regardez au niveau des oscillateurs, là on a un stochastique qui concrètement inscrit des creux de plus en plus haut, tout comme le prix, sur l'unité de temps hebdomadaire. Et si on regarde actuellement, on a des creux, pareil, qui sont un petit peu de plus en plus haut, même sur le RSI. Alors, même sur le RSI, vous voyez, on a une configuration qui est assez similaire à celle qu'on avait en février 2015. Et en février 2015, on avait le point bas qui avait été réalisé, pardon. Alors, le RSI n'est pas aussi bas que en 2015, mais quand même, on a un RSI sous 50 sur de l'hebdomadaire et on a surtout un RSI qui rebondit. Ça, c'est important à relever, vous voyez. RSI qui rebondit très légèrement et le prix qui est à plat. Donc en fait, on a, je dirais pas une divergence parce que le prix il consolide, il rebondit pas, mais en même temps il ne baisse pas. Donc on n'a pas de divergence, mais en tout cas les indicateurs de momentum commencent à rebondir sur du moyen terme. Donc ça pourrait présager d'un rebond du prix. C'est pas obligé, c'est pas parce qu'on a un rebond des indicateurs de momentum qu'on va avoir un rebond du prix. Mais en tout cas, ces rebonds renforcent la probabilité du scénario haussier de long terme depuis ce plus bas de l'année à 5 920 $. Donc en fait, 5 920 $, j'ai envie de dire, s'il y a un retest de ce niveau de prix, eh bien à long terme, pourquoi pas se positionner à l'achat. Vous voyez, ça peut se justifier. Techniquement, ça se justifie. On a eu trois rebonds, on a des oscillateurs de momentum qui rebondissent. Maintenant, voilà, faut être conscient que c'est un achat de pullback et qu'on a deux résistances majeures qui sont la moyenne mobile à 200 jours et l'oblique baissière qui va chercher ses points de contact. Donc, soit on achète les 6 000, voilà, 5 920 $, 6 000 $ sur du long terme,
ou soit on attend le breakout. Soit on attend le breakout de cette moyenne mobile et de l'oblique baissière. Voilà. Il y a deux types de scénarios, ou soit tout simplement on fait les deux. C'est-à-dire que au lieu de mettre tout à l'achat sur les 6 000 $ ou tout au niveau du breakout, on peut splitter une position, c'est-à-dire prendre un achat sur les 6 000 et attendre le breakout pour renforcer une position. Après, tout va dépendre de votre stratégie, enfin de votre stratégie trading. Si vous êtes sur du court terme, il faudra viser, vous voyez, des sommets comme bon, 7 400 $, ça sera un sommet qui sera dépassé probablement si on a une cassure de la moyenne mobile à 20 jours, donc enfin à 20 jours, à 200 jours, donc ce sera pas un objectif. Mais voilà, si on a un dépassement de cette moyenne mobile, concrètement, euh, un objectif de court terme pourrait être ces 8 500 $, qui était le top de juillet. On pourra même viser, pourquoi pas, les 10 000 $. Et pour ceux qui sont sur du très long terme, vous pourrez très bien viser les 20 000, voire même des nouveaux records. Voire même des nouveaux records. C'est tout à fait possible. Tout à fait envisageable. Voilà, donc tout va dépendre au niveau des 6 000 $ et au niveau de cette oblique baissière. Il y a trois seuils à surveiller. Cette oblique haussière, de très long terme, le support horizontal à 6 000 $ et l'oblique baissière. Voilà, ça c'est trois seuils à surveiller sur du moyen long terme. On passe sur l'Ethereum. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je recommence avec des graphiques vierges. Pour voilà reprendre un petit peu l'analyse technique. C'est ce que je vous invite à faire régulièrement hein, si vous faites voilà, peu importe du court terme, du moyen terme, du long terme. Voilà, c'est toujours très important d'actualiser, de repartir sur une base vierge de son analyse technique pour en fait eh bien déceler des niveaux, des seuils, des configurations qu'on n'aurait pas forcément vu, qu'on n'aurait pas forcément vu sur auparavant. En fait, ça permet de nous redonner une chance. Ça va permettre de nous redonner une chance d'un point de vue d'analyse technique. Et là, vous voyez, regardez, ici, donc ça s'ajuste à des niveaux de support au fur et à mesure du temps. D'accord, ça peut s'ajuster. Donc là, on peut même tracer. Hein. Moi, ce que j'aime bien tracer, ça prend un peu plus de temps, mais c'est des zones. Hein. Des zones, c'est vraiment beaucoup plus, euh, voilà, c'est beaucoup mieux que des supports résistance au pips près. Parce qu'on pourrait croire que voilà, les rebonds se font au pips près. Les supports résistance permettent de, enfin les zones, eh bien, voilà, pas besoin de préciser, mais en fait ça permet de voir des zones de rebond, potentiel de rebond, ce qui est assez logique. Donc voilà, donc là on a un creux ici, un autre creux ici. Voilà, donc là l'Ether il a rebondi sur son support à 180 $. 180 $ qui est ni plus ni moins, vous voyez que ce sommet, voilà, c'est cette zone, hein, si je devais la tracer. Alors ça paraît très large comme cela. Après on peut l'ajuster, vous voyez, on peut la mettre voilà, par ici. Donc c'est cette zone de support hein, concrètement sur lequel le cours a rebondi. C'est au niveau des 150, 180 $. Maintenant on est un petit peu au milieu de nulle part. On est un petit peu au milieu de nulle part. Alors si je vais tracer, vous voyez un seuil, ce serait celui-ci. Mais voilà, on est concrètement toujours dans une tendance qui est clairement baissière. Et l'Ethereum, il sous-performe le Bitcoin. Si on regarde la force relative ETH-BTC, ETH-BTC, pardon, on a un rebond depuis le mi-septembre, ce qui veut dire qu'on a une nouvelle surperformance de l'Ether. Mais voilà, concrètement, la tendance, pareil, elle est baissière hein, au niveau de cette force relative Ethereum-Bitcoin, ce qui indique que l'Ethereum sous-performe le Bitcoin sur du moyen terme, bien que voilà, à court terme, on a ce rebond qui indique une surperformance. Mais bon, on a toujours une tendance de moyen long terme qui est baissière. Et à l'inverse, hein, même de toute façon, il suffit de voir l'Ethereum. L'Ethereum, on a des nouveaux plus bas, alors que, souvenez-vous, hein, pour le Bitcoin, le plus bas de février,
pour le Bitcoin tient bon. Il tient, hein, ce plus bas de février à 6 000 $. Alors que vous voyez, l'Ether l'a cassé à plusieurs reprises, hein. Donc voilà, ça ne fait aucun doute que l'Ether sous-performe le BTC. Il sous-performe le BTC. Alors pardon, je reviens sur le BTC pour du court terme, mais voilà, pour le court terme, le BTC USD. Donc vous voyez, on peut s'attendre, comment dire, à un repli, hein, du Bitcoin, vu qu'il est dans son nuage, vu qu'il est, vous voyez, sous cette oblique, on a stochastique qui se croise, le RSI qui est en train de retester 50. Voilà, donc si on a un RSI qui repasse aux 50, un stochastique qui se croise et un avalement baissier, là on aurait 3 signaux concrètement bearish, hein, et on pourra viser les 6 000 $. Donc ça c'est pour du court terme. On passe sur le XRP qui a rebondi. Alors, on ne sait trop les raisons du rebond. Honnêtement, il y a plusieurs, hein, j'ai vu plusieurs annonces, hein, qui justifieraient ce rebond. Honnêtement, il n'y en a pas une que le consensus adopte majoritairement. Donc voilà. Honnêtement, je ne vais pas vous donner une explication à ce rebond parce que voilà, il n'y a rien qui a été prouvé. Donc j'ai pas envie de vous dire non plus n'importe quoi. Voilà, donc le XRP, comme le BTC ou comme les TH, on voit un stochastique qui se croise, un RSI comment dire qui se replie. Donc voilà, je pense que la hausse est terminée pour le XRP. Si vous avez pris une stratégie acheteuse à 0,25 sur du court terme, bah, c'est probablement le moment de prendre ses bénéfices parce qu'on va sûrement avoir une correction de cette tendance. Donc voilà, dans un premier temps, on s'attendra à un repli de 38% de retracement de cette tendance haussière, c'est même pas une tendance haussière, de cette euphorie haussière, voilà. Et à terme, on peut très bien s'attendre à une correction intégrale de cette tendance, hein. On peut très bien imaginer que si le Bitcoin revient à 6 000, que l'Ether revient à son récent plus bas de l'année, le XRP il a des chances de revenir également vers les 0,25 sur lequel il a rebondi. Voilà. Donc XRP, c'est pas parce qu'on a eu ce rebond important qu'on a un changement de tendance. Vous voyez qu'on reste toujours sous l'oblique baissière. Sous l'oblique baissière. Donc voilà. Et en soi, on n'a rien de très concret. Enfin, oui, de très concret qui justifie ce rebond. Alors, a priori, ce serait la banque américaine PNG qui est la première banque américaine majeure qui adopterait la technologie Xcurrent de Ripple, qui n'est même pas liée au Ripple, mais puisque qui n'est même pas lié pardon au XRP, et puisque XRP et Xcurrent ça appartient à la fintech Ripple, eh bien on aurait eu un rebond. Voilà, c'est une des explications qui justifierait ce rebond du XRP. Mais bon, il n'y a pas de lien direct entre XRP et Xcurrent. Donc voilà, on va dire que l'explication, moi personnellement, je préfère pas en donner de ce rebond parce que voilà, j'ai également vu un titre comme quoi Clinton participerait à une conférence sur les crypto-monnaies, quelque chose comme cela. Enfin bon, voilà. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait de raison qu'on puisse être certaine qui justifie eh bien ce rebond. Donc voilà. En tout cas, d'un point de vue technique, enfin voilà, à court terme, ça commence à être bearish, hein. Ça commence à être bearish. On voit qu'on a un momentum qui s'affaiblit, un stochastique qui se croise à la baisse. Donc voilà, à court terme, on vise 38% de retracement de cette tendance, mais je pense qu'on peut clairement venir chercher un retracement intégral de celle-ci. Alors je regarde CoinMarketCap rapidement. CoinMarketCap, XRP qui avait dépassé la captation boursière de l'Ethereum vendredi, hein, elle était passée à 29 milliards, donc c'était devenu la deuxième crypto-monnaie en termes de captation boursière, donc c'était pendant 2 jours peut-être. Ouais, mais là on voit qu'on a un repli, donc en fait c'était clairement l'euphorie, hein. Dès qu'on a une euphorie sur le marché, c'est corrigé rapidement. D'accord, l'euphorie n'a rien de rationnel, donc l'euphorie ne dure qu'une très faible, qu'un temps très limité. Donc voilà, c'est pour ça que l'euphorie est très mal mesurée par les débutants et généralement les débutants en trading se positionnent pendant la phase d'euphorie alors que c'est la dernière chose à faire. Quand il y a l'euphorie, justement, ceux qui connaissent bien les marchés se positionnent à l'inverse de l'euphorie parce qu'ils savent que l'euphorie n'a rien de rationnel dans les prix, ne justifie pas les prix. Bref, on passe au Bitcoin Cash.
Bitcoin Cash, pareil, hein, on est dans une tendance baissière, on voit on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, on est en dessous du nuage Ichimoku, on est en dessous de cette oblique baissière qui vient chercher les deux plus hauts, les deux sommets depuis le décembre. Donc voilà, on est clairement dans un marché qui est baissier pour les crypto-monnaies. Et même si voilà, le Bitcoin pourrait rebondir à 6 000 $ en fin d'année, pour le moment, la tendance reste baissière. Et aussi longtemps que le cours évoluera, que ce soit le Bitcoin ou les autres cryptos, hein, évolueront hein, sous leur moyenne mobile à 200 jours et sous leur oblique qui viennent chercher tous leurs sommets depuis le début de l'année, eh bien on restera dans un marché qui sera baissier. Voilà. Euh, donc, Donc voilà, on voit que le cours a du mal à progresser et que les ventes se font de façon beaucoup plus rapide que les achats. Vous voyez, les achats sont extrêmement limités hein, en termes d'amplitude, alors que les ventes sont assez massives. Donc il suffit d'attendre en fait dans une tendance de toute façon que ce soit voilà, peu importe nos convictions, peu importe l'avenir lointaine, enfin notre perspective des crypto-monnaies sur du long terme. Ce qu'il faut trader, c'est la tendance et pas nos convictions. Donc je serais bien trader, je dis pas d'investir, hein. C'est deux choses complètement différentes. Mais d'un point de vue trading, on cherche une tendance et ensuite on cherche des signaux dans le sens de la tendance. Et moi, ce que je constate, c'est que lorsque le stochastique croise à la baisse et lorsqu'il est assez élevé, stochastique, et qu'il croise à la baisse, que dans le même temps on a eu un RSI au-dessus de 50 pendant une période de temps, eh bien on a eu des signaux baissiers assez intéressants sur le Bitcoin Cash et même sur les autres crypto-monnaies hein, depuis le début de ce bear market. Exemple, croisement à la baisse du stochastique et le RSI au-dessus de 50. RSI au-dessus de 50, stochastique, croisement à la baisse. Stochastique, croisement à la baisse, RSI en dessous de 50, au-dessus de 50. Voilà, on pourrait continuer ici également. Voilà, on a eu un faux signal, enfin, on a eu un signal de vente. Bon, fallait pas mettre un stop trop serré. Mais oui, là, on avait également un signal de vente. Ici, pareil, stochastique, RSI, signal de vente. Et là, on a globalement un petit peu la même chose. Vous voyez, on a eu pendant une séance le RSI au-dessus de 50 et le stochastique qui est en train de se croiser à la baisse. Donc, on pourrait, là encore, avoir un signal baissier sur le Bitcoin Cash. Bon, c'est pas une exception Bitcoin Cash. Hein, si on regarde l'ensemble des crypto-monnaies dans le top 10, voilà, il y en a la plupart qui ont les mêmes signaux au même moment. Donc, pardon, je reviens en Bitcoin Cash rapidement, mais concrètement, si on passe à la vente sur Bitcoin Cash, on peut très bien viser les 276 $, c'est-à-dire un nouveau plus bas et le support d'octobre. EOS, pareil, regardez le stochastique. Honnêtement, le stochastique, on retrouve le même signal sur tous les crypto-monnaies qu'on vient d'analyser. Bitcoin, Ether, XRP, Bitcoin Cash, c'est pareil. On a un stochastique qui est élevé, qui commence à se croiser à la baisse. Donc voilà. En tout cas, ça nous donne aucune perspective optimiste sur du très court terme pour les crypto-monnaies, pour cette semaine concrètement. Voilà, donc là, EOS, pareil, stratégie vendeuse. On est dans le nuage, on est sous résistance, le stochastique qui se croise à la baisse, le RSI au-dessus de 50. On peut dire qu'on peut vendre le pullback jusqu'au plus bas, aux alentours, vous voyez, des 3,87 $. Continue. Stellar, Litecoin, Cardano. On notera hein, que Litecoin perd de plus en plus de place petit à petit. Hein. Il perd en part de marché. Donc XLM USD, XLM, XLM. Voilà, XLM pareil, on a un stochastique qui se croise, un RSI qui pique. Bon, ça donne aucune perspective très optimiste euh, pour, euh, pour, euh, pour la crypto-monnaie. Pour la crypto-monnaie, et même on va tracer une oblique.
Alors, on va la réadapter puisque vous voyez qu'on a eu le breakout. Donc là, on a eu le breakout hier, mais là, on a une réintégration. Bon, on a un signal concrètement qui est baissier, hein. Et puis le niveau de support, la cible, hein, la cible à terme, voilà, c'est de se positionner sur, c'est de viser ce niveau de prix sur lequel on a eu des rebonds bon, en mars, on a eu des rebonds en fin juin, début juillet, et on a eu un rebond en début septembre. Donc voilà, c'est cette zone qu'il faut viser si on se positionne short sur le XLM. Pas sur le Litecoin. Litecoin, bon, tendance hein, clairement baissière, on la voit. Hein. Tendance baissière, on a des supports qui sont de plus en plus bas. On a des supports de plus en plus bas et là, on voit qu'on a un support à court terme allez, à 50 $. C'est un seuil psychologique. C'est normal qu'il fasse de support, mais là on voit pas, il y a un stochastique qui se croise à la baisse. Donc là, c'est concrètement ces perspectives baissières sur les crypto-monnaies pour cette semaine. Puisqu'on a un stochastique qui se croise à la baisse sur l'ensemble. Pour moi, il n'y en a aucune qui fait exception hein, parmi le top 10. Donc voilà, là c'est complètement objectif baissier hein, jusqu'à 50 $. On voit que c'est un support important. C'était un support, enfin, au tout début une résistance, puis devenu un support. Donc voilà, 50 $, c'est l'objectif pour la Litecoin, ça devrait être atteint cette semaine. On passe à Cardano puis Monero. Et s'il n'y a pas de questions, je vois qu'il n'y en a aucune pour le moment, eh bien, ce sera la fin hein, de ce webinaire. ADA USD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Je suis là pour y répondre. Hein. Donc, l'analyse technique, ça sert à quoi hein, dans ce marché des crypto-monnaies? Ça va aider à se positionner, que ce soit à l'achat ou à la vente, ou enfin, oui, à l'achat, prendre ses bénéfices, positionner même short, pourquoi pas, sur des crypto-monnaies. Ça va donner des perspectives, en fait, des niveaux de timing. Oblique baissière, 4 points de contact, c'est assez net. Hein. Stochastique, pareil, signal baissier. Donc là, on vient chercher les récents plus bas, les récents plus bas historiques, qui sont à 0,06 $. 0,06. Donc voilà, ADA, c'est baisse. Concrètement, c'est pas le moment d'acheter sur du long terme. Là, qu'est-ce que nous dit l'analyse technique? Pas d'achat. Pas d'achat tant que la tendance est baissière. Tant qu'on n'a pas de signaux haussiers, tant qu'on n'a pas de signaux dans le sens de la tendance, enfin, oui, tant qu'on n'a pas de signaux dans le sens de notre perspective, c'est-à-dire si on est haussier sur du long terme, tant qu'on n'a pas de signaux haussiers, on n'a pas de stratégie à mettre en place. C'est dès lors que nous aurons des signaux haussiers de moyen long terme, un breakout d'une oblique de long terme, un breakout d'une moyenne mobile à 200 séances, un breakout, une divergence haussière de très long terme, voilà, peu importe. Mais tant qu'on n'a pas de signaux, il n'y a pas de raison de se positionner à l'achat. On peut attendre finalement un meilleur prix d'entrée. D'accord? Il ne faut pas se dire que le rebond va comment dire, nous donner un prix d'entrée plus élevé que si on avait acheté au plus bas. La réponse est oui et non. C'est-à-dire que théoriquement, si vous achetez au plus bas, eh bien oui, il n'y a pas de, il y a pas enfin vous êtes au meilleur prix. Mais avant d'acheter au plus bas, avant de deviner que le plus bas, enfin que le cours actuel c'est le plus bas, vous allez peut-être avoir 10 stratégies perdantes, d'accord? Donc c'est pas forcément meilleure stratégie d'acheter le point bas. Autant acheter le rebond et vendre le repli. Ça me semble beaucoup plus cohérent d'un point de vue trading. C'est mettre ses chances de son côté. Mais acheter un support ou vendre une résistance, c'est pas la chose à faire. Parce qu'on ne sait jamais si cette résistance va faire plier le cours ou si ce support va faire rebondir. D'accord? Un support peut très bien être cassé. Donc voilà, au lieu d'acheter des supports, achetons les rebonds. Et pour le moment, les rebonds ils ne sont pas assez importants pour acheter le prix. Donc si on a un rebond, par exemple, si on a une cassure d'une oblique, de cette oblique pardon de long terme, là par contre oui, on aura un signal important. Mais tant que nous ne l'avons pas, on peut s'attendre à un prix encore beaucoup plus bas. Vous voyez, il y en a qui ont peut-être acheté ici, qui se sont dit bon c'est un niveau très bas, tant mieux, qui ont acheté et qui finalement, vous voyez, ils sont en perte
en perte de 57%. Vous voyez, donc attendons clairement un rebond majeur des cryptos, même si ça va peut-être, voilà, même si peut-être cette crypto va prendre 20% d'ici par rapport au point bas après qu'on aura les signaux, au moins on va pas se positionner, j'ai envie de dire, trop tôt finalement. Et enfin Monero, XMR. Alors Monero, bon, vous voyez que ça ressemble, enfin ça ressemble. On a une espèce d'escalier, hein, c'est très succinct, hein, cette hausse hein, qu'on a eu sur le Monero l'année dernière. Vous voyez, ça s'est fait comment? Ça se fait l'euphorie, la correction. Euphorie, correction. De l'euphorie, la correction. L'euphorie. Et bon, là, on est dans un bear market. Mais voilà, concrètement, là, vous voyez, le support ici, l'oblique, bon, on est assez loin. On a un écart entre le prix et l'oblique qui est assez important. Donc voilà, là, le momentum il est baissier. Moyenne mobile, à 200 jours, l'oblique. Voilà. Le nuage Ichimoku, il a pas l'air de bien servir sur les crypto-monnaies. Hein. Si vous regardez hein, sur le top 10, le nuage Ichimoku est assez mitigé. Donc voilà, le nuage Ichimoku n'est pas un indicateur de référence dans le marché de crypto. En tout cas, c'est pas ce que j'ai l'impression de constater. Plutôt la moyenne mobile à 200 jours a l'air un peu plus comment dire efficace pour donner l'indication de la tendance. Mais donc voilà, XMR. Et si on regarde les oscillateurs, pareil. Hein. Sur le top 10 des crypto-monnaies, les 10 ont des signaux baissiers donnés par les oscillateurs, que ce soit le RSI ou le stochastique. Donc là, XMR, d'ici la fin de semaine, c'est retour au récent plus bas, aux alentours des 85$. Voilà donc pour ce marché spécial crypto-monnaie, je vois qu'il n'y a aucune question. Aucune question. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça a été clair. Je vous dis à demain pour mon prochain webinaire, 9h, webinaire quotidien, dans lequel j'analyse les actifs, que ce soit Forex, Commodities ou Indices. J'ai pas l'habitude de faire les crypto-monnaies, mais si vous me demandez, je peux très bien faire une analyse sur les crypto-monnaies le matin. Donc voilà. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour mon prochain point de marché.